Nous allons voir dans ce chapitre comment se fait la réplication de l'ADN. L'ADN est le support physique de l'information génétique, donc c'est l'acteur principal de la transmission et de décodage de cette information grâce à des mécanismes universels qui sont la réplication de l'ADN, la transcription de ce message en ARN et la traduction des ARN en protéines. Donc la duplication intégrale de l'ADN qui permet de donner deux copies identiques à la molécule initiale est appelée réplication. La réplication de l'ADN doit préserver parfaitement l'information génétique contenue dans la molécule initiale. Donc il ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Et même si de telles erreurs sont faites, elles doivent être réparées. Et des mécanismes de réparation existent aussi pendant la réplication de l'ADN. La réplication permet donc de transmettre l'information contenue dans l'ADN de génération en génération aux cellules filles issues des divisions cellulaires. Donc les cellules filles ont le même patrimoine génétique, celui de la cellule mère. Donc c'est une reproduction à l'identique de l'ADN. Dans la cellule prokaryote, la réplication de l'ADN se fait en même temps que la division cellulaire. Par contre, dans la cellule eucaryote, la réplication se fait à un moment donné du cycle cellulaire. C'est pendant la phase S qui précède la division de la cellule proprement dite pendant la phase de mitose. La première question qui se pose est de savoir de quelle manière se réplique l'ADN. Donc, trois hypothèses ont été formulées pour répondre à cette question. Le premier modèle proposé était le modèle semi-conservatif, dans lequel les deux brins parentaux d'une molécule seront séparés et chacun va servir de matrice pour donner une copie de lui-même. Ainsi, après un tour de réplication, les deux molécules filles comprennent chacune un brin de la molécule parentale. Et ça se répète au fur et à mesure que l'ADN se réplique. Donc, dans chaque molécule synthétisée, il y aura la moitié de la molécule parentale qui existe. Dans le deuxième modèle, dit modèle conservatif, la molécule parentale dirige la synthèse de toute une nouvelle molécule double brin, de telle sorte qu'après un premier tour de réplication, on aura une molécule fille qui a conservé les deux brins de la molécule initiale et une nouvelle molécule entièrement nouvelle, et ça se répète dans la deuxième et les réplications suivantes. Le troisième modèle est appelé modèle dispersif parce que dans ce modèle-là, l'ADN qui sera dans les deux brins parentaux sera réparti plus ou moins aléatoirement dans les deux molécules filles qui seront synthétisées. Donc les molécules filles présenteront chacune des parties de l'ADN nouvellement synthétisé et de l'ADN parental, et ce processus se répète de la même manière au fur et à mesure que l'ADN se réplique. La réponse à la question « Quel modèle est adopté dans la réplication de l'ADN ?» a été apportée par une expérience historique de Michelson et Stahl. Ces chercheurs ont utilisé les bactéries comme matériel biologique, la technique de radioactivité et la centrifugation sur des gradients de densité. Ils ont cultivé des bactéries pour plusieurs générations dans un milieu contenant des ions ammonium qui sont marqués radioactivement au niveau de leur azote. Donc, les bactéries fabriqueront leurs nucléotides à partir de ces ions ammonium qu'ils utiliseront pour la synthèse de l'ADN. Donc, au début de l'expérience, la quasi-totalité de l'ADN est marquée de manière uniforme par l'azote 15. La centrifugation de l'ADN par ultracentrifugation sur gradient va permettre de séparer les molécules d'ADN selon leur densité. De l'ADN qui est radioactif sera plus dense, donc il sera situé vers le bas, et l'ADN qui sera léger, donc non radioactif, donnera une bande plus légère, donc située au haut du tube. Après avoir cultivé les bactéries dans ce milieu radioactif pour plusieurs générations, ils ont repris l'ADN de ces bactéries, l'ont centrifugé sur un gradient de densité, et le résultat obtenu est montré dans le tube 0 avec une bande dense vers le bas du tube. Ensuite, ils ont repris ces bactéries et les ont retransférées sur un milieu cette fois-ci contenant seulement l'azote normal, et les ont laissées se diviser pour une génération. Ensuite, ils ont récupéré l'ADN de ces bactéries et l'ont retransféré sur un gradient de densité pour voir le niveau de la bande.
Ensuite, ils ont repiqué ces bactéries toujours sur un milieu non radioactif pour faire la réplication de la deuxième génération. Et de la même manière, ils ont extrait l'ADN et l'ont centrifugé sur un gradient pour voir le profil des bandes. Donc, en comparant les résultats au temps 0 et les résultats de la réplication 1 et de la réplication 2, nous avons obtenu les trois tubes 0, 1 et 2. Au temps 0, nous avons une seule bande vers le bas de tube qui a donc une densité très élevée et ça correspond à l'ADN entièrement marqué. Donc c'est de l'ADN qui a de l'azote 15 au niveau de toute la molécule. Dans l'expérience 1, c'est-à-dire à une génération de réplication, nous avons obtenu une seule bande mais qui est plus légère que la première. Et c'est une seule bande, donc les molécules d'ADN sont identiques dans ce tube numéro 1. Elle est légère, donc ce qui montre que seulement une moitié de l'ADN qui est marquée et l'autre moitié est normale. Elle a incorporé l'azote 14. Après la deuxième réplication, on obtient donc dans le tube 2 deux bandes d'ADN à des niveaux de densité qui sont différents. La plus dense correspond à la même bande obtenue dans la réplication numéro 1 et la deuxième bande est beaucoup plus légère. Donc la bande la plus dense du tube 2 correspond à l'hybride d'ADN ayant aussi bien la radioactivité que des nucléotides non radioactifs et la bande légère correspond à l'ADN entièrement normal et froid. Donc la bande trouvée dans le tube 0 lorsque les bactéries ont été cultivées dans un milieu radioactif pendant plusieurs générations correspond à des molécules double brin qui sont entièrement radioactives au niveau des deux brins. Le tube numéro 1 qui correspond à la première génération de réplication montre une bande intermédiaire qui correspond en fait à de l'ADN qui a incorporé de la radioactivité sur une moitié, sur un brin, et l'autre brin qui est nouvellement synthétisé et entièrement froid. Donc on obtient une molécule hybride. Le résultat de la deuxième génération de réplication montre qu'il y a deux bandes qui correspondent en fait à de l'ADN hybride au niveau de la bande qui est dense, dans laquelle la molécule présente un brin entièrement radioactif et un brin entièrement froid. Par contre, la bande légère correspond aux molécules d'ADN dans lesquelles les deux brins sont entièrement formés de nucléotides ayant incorporé l'azote 14. Donc, ce résultat montre en fait que le processus de réplication se fait selon un modèle semi-conservatif dans lequel chaque molécule nouvellement synthétisée garde un brin de la molécule parentale. La réplication de l'ADN est par conséquent semi-conservative, c'est-à-dire que la molécule mère donne un de ses brins à chaque molécule fille qui est complétée par une chaîne nouvellement synthétisée. Dans la première réplication, les molécules lourdes distribuent de façon égale entre les deux molécules filles. Mais par contre, à la deuxième réplication, il y aura l'apparition de molécules de deux poids différents. Et l'intensité de la bande légère sera de plus en plus importante au fur et à mesure que la réplication se poursuive. Le modèle conservatif ou le modèle dispersif, de ce fait-là, n'explique pas le mécanisme de réplication de l'ADN. C'est le modèle semi-conservatif qui est le modèle réel. En effet, si c'était le modèle conservatif qui est le modèle adopté dans la réplication, on aurait pu trouver dans l'expérience de Mésel-Sanestal deux bandes déjà depuis la première génération qui correspondaient une à une bande dense où l'ADN est entièrement radioactif et une bande légère dans laquelle vous avez de l'ADN entièrement froid qui n'a incorporé aucune radioactivité. Et ce même profil sera observé au fil des générations. Par contre, si c'était le modèle dispersif qui serait le modèle attendu, on devrait avoir, d'après l'expérience de Mésel-Sanestal, à partir de la première génération, nous devrons trouver une bande intermédiaire hybride avec de l'ADN radioactif et de l'ADN froid. Et à la génération suivante, on devrait encore trouver une seule bande, mais qui est beaucoup plus légère que la bande de la génération précédente. Or, ce n'est pas les résultats qui ont été trouvés dans ces expériences de Mésel-Sanestal. Nous allons voir maintenant les grands principes de la réplication.
Dans la réplication de l'ADN, la synthèse de nouveaux brins ou bien la polymérisation se fait toujours dans le sens 5', 3'. L'ADN polymérase transfère le phosphate de DNTP à la chaîne qui s'allonge au niveau de son extrémité 3' hydroxyle. Cette réaction est couplée à l'hydrolyse de DNTP et la libération de pyrophosphate. Deuxièmement, comme on vient de le montrer, la réplication est semi-conservative. Troisième principe, la réplication est bidirectionnelle, c'est-à-dire elle se fait d'une manière dans les deux sens, de façon antiparallèle. Quatrième point, la polymérisation se fait toujours dans le respect de la complémentarité entre les bases A avec T et G avec C. L'ADN est répliqué par des enzymes spécialisées appelées les ADN polymérases. Ce sont des enzymes qui utilisent comme matrice un des brins d'ADN pour synthétiser le brin complémentaire. La synthèse de nouveaux brins s'effectue en utilisant des unités qu'on appelle les désoxyribonucléotides triphosphates, les DATP, TCTP, DGTP et DTTP. La réplication de l'ADN commence à un site spécifique prédéterminé qu'on appelle l'origine de réplication. Il forme en fait une bulle de réplication avec deux fourches à l'extrémité et qui se propage simultanément de part et d'autre de cette origine. Chez les prokaryotes, il y a une seule origine de réplication sur l'ADN bactérien. Par contre, chez les eucaryotes, on peut trouver plusieurs origines à la fois sur la même molécule. Également, la réplication se termine au niveau d'un site prédéterminé qu'on appelle TER. Et un ADN ayant une origine et un site de terminaison est appelé réplicant. Un autre point important est que les ADN polymérases ont toujours besoin d'une amorce d'ARN. Ils ne peuvent pas initier la synthèse d'un nouveau brin à partir du nucléotide 1. Ils ne peuvent qu'allonger une chaîne polynucléotidique déjà existante à partir de sa fonction hydroxyle 3' libre. Contrairement aux ADN polymérases, les ARN polymérases impliqués dans la transcription, elles, n'ont pas besoin d'amorce. Le processus de réplication implique la participation d'un grand nombre de protéines spécialisées chacune dans une fonction donnée. Les premières protéines impliquées sont appelées les hélicases. Ce sont des enzymes spécialisées dans la séparation des deux brins d'ADN grâce à la consommation de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Le deuxième type de protéines sont appelées les SSB, Single Strand Binding Proteins. Ce sont des protéines de liaison à l'ADN monobrin. Quand l'ADN est séparé en deux brins simples, ces protéines-là s'accrochent à chaque ADN simple brin pour empêcher la réassociation des brins complémentaires. Et donc, ils agissent à la suite des hélicases. Les primases sont les enzymes qui sont capables de synthétiser l'amorce d'ARN, qui est nécessaire pour que l'ADN polymérase puisse synthétiser le brin complémentaire. Ce sont donc des ARN polymérases qui synthétisent un petit brin d'ARN d'une longueur de 5 bases pour les prokaryotes et d'une dizaine de bases chez les eucaryotes. Le substrat utilisé sont donc les NTP des ARN, et puisque ce sont donc des nucléotides d'ARN, ils doivent être éliminés à la suite de la réplication. D'autres enzymes appelées topoisomérases sont également importantes dans ce processus de réplication, parce qu'une fois les hélicases séparent l'ADN double brin en brins simples, des supertours aux deux extrémités de l'ADN peuvent être créés par l'avancement de la fourche. Le rôle des topoisomérases dans ce cas est de supprimer ces supertours et de relâcher l'ADN. Pour ce faire, il va couper l'ADN sur l'un des brins au niveau d'une liaison phosphodiester, puis resynthétiser cette liaison. L'acteur principal de la réplication sont les ADN polymérases. On va les détailler plus loin. Un autre type d'enzyme appelé ADN ligase est important également dans ce processus parce que c'est elle qui va permettre ou qui vont permettre de réunir deux fragments d'ADN synthétisés. Comme on va le voir après dans le mécanisme de réplication, l'un des brins sera synthétisé sous forme de fragments séparés appelés fragments d'Okazaki qu'il faut réunir par la suite pour former le brin d'ADN entier. Et la ligation de ces fragments est assurée par l'ADN ligase.
Dans ce qui suit, nous allons voir le mécanisme de réplication chez les prokaryotes. C'est un processus divisé en 3 étapes: l'initiation de la réplication, l'élongation et la terminaison. L'initiation de la réplication se fait dans un site spécifique appelé origine de réplication, qui est nécessaire pour initier ce processus et de maintenir le nombre de copies de chromosomes. La réplication commence à l'origine de réplication, puis il se progresse autour de cette origine-là dans les deux sens, sur le chromosome bactérien. L'initiation de la réplication chez les prokaryotes se fait au niveau d'une origine de réplication unique. Il s'agit d'une séquence en fait formée de 245 paires de bases environ et qui contient plusieurs sites critiques reconnus par des protéines initiatrices spécifiques qui vont provoquer une courte section de l'ADN pour se détendre. Ces protéines initiatrices sont appelées aussi les DNA-A. L'origine de réplication des bactéries est formée d'une séquence de 245 paires de bases dans laquelle existent des motifs répétés. Il y a 3 motifs répétés en tandem d'une longueur de 13 paires de bases sur l'une des extrémités et 4 sites de 9 paires de bases chacun qui permettent la fixation des protéines initiatrices de l'origine. Après la reconnaissance de sites d'initiation de la réplication, il y aura ouverture de l'ADN double brin et la stabilisation des 2 brins simples. L'ouverture sera assurée par l'hélicase qui va casser les liaisons hydrogènes et la stabilisation des brins simples va se faire par la fixation des protéines SSB. Les hélicases se lient à chaque brin de la fourche de réplication et se déplacent dans le sens 5', 3', déplaçant ainsi également la fourche de réplication en coupant les liaisons hydrogènes entre les bases. Le travail des topoisomérases va commencer, ce qui va permettre de réduire les tensions créées par la torsion de l'ADN qui se forme de chaque côté de la fourche de réplication de l'ADN. Également, les primases vont rejoindre ce système-là pour synthétiser des fragments courts d'ARN qui vont fournir donc la position 3' en H disponible pour faire la polymérisation par l'ADN polymérase. Donc le primosome est constitué à cette étape d'initiation et composé de l'hélicase et de la primase. La partie d'élongation est une simple élongation de l'amorce par l'ADN polymérase qui va faire la lecture du brin matrice et la synthèse du brin complémentaire. Les ADN polymérases impliqués dans la réplication chez les prokaryotes sont au nombre de 3 enzymes essentielles: l'ADN polymérase 1, l'ADN polymérase 2 et l'ADN polymérase 3. L'ADN polymérase 1 a pour rôle d'éliminer et de remplacer les amorces après la réplication. Il peut aussi assurer des mécanismes de réparation. Donc il est doté d'une fonction de polymérisation 5', 3'. C'est également une exonucléase qui permet l'élimination du nucléotide soit dans le sens 3', 5' ou bien dans le sens 3', 5'. L'ADN polymérase 2 est appliqué dans la réparation de l'ADN. Il peut aussi faire la polymérisation des nucléotides. Il a une activité exonucléase dans le sens 3', 5' uniquement. L'ADN polymérase 3 est l'ADN polymérase qui fait la réplication proprement dite de l'ADN génomique bactérien. Donc, il assure la polymérisation dans le sens 5', 3' grâce à sa sous-unité appelée alpha, comme il peut faire aussi la réparation de l'ADN grâce à son activité exonucléase 3', 5', mais il n'a pas d'activité exonucléase 5', 3'. L'ADN polymérase 3 est appelé également réplicase parce qu'il peut synthétiser les 2 brins de l'ADN. Il est doté d'une très grande vitesse. Il peut insérer jusqu'à 1000 paires de bases par seconde par fourche. Il est également très processive, c'est-à-dire il s'attache à l'ADN jusqu'à ce qu'il achève son travail. À côté de ces 3 grandes enzymes, il y a aussi d'autres types d'ADN polymérase chez les prokaryotes qui sont impliqués dans d'autres mécanismes, notamment dans la réplication translésionnelle et dans la réparation de l'ADN. L'ADN polymérase 3 des bactéries est organisé sous forme de plusieurs composantes protéiques qui forment 2 complexes enzymatiques dissymétriques formés chacun d'une dizaine de sous-unités différentes qui vont assurer la synthèse de l'ADN du brin continu et du brin discontinu. De fait que la synthèse de brins complémentaires se fait dans le sens 5', 3',
et que la réplication est bidirectionnelle, ceci impose à l'ADN polymérase de faire la réplication d'une manière caractéristique. Il va synthétiser un brin d'une manière continue qui va nécessiter une seule amorce pour de placer à l'extrémité 5' du brin nouvellement synthétisé. Ce brin synthétisé d'une manière continue s'appelle le brin rapide ou bien le brin précoce, et l'autre brin sera synthétisé d'une manière discontinue ou retardée parce qu'il y aura plusieurs amorces qui seront générées au début de chaque fragment d'ADN synthétisé appelé fragment d'Okazaki. Parmi les parties de l'ADN polymérase impliquées dans la réplication, il y a les sous-unités bêta. Elles forment chez la bactérie une protéine dimérique en forme d'anneau qui va glisser le long de la double hélice. Le clone possède une affinité aussi pour l'ADN polymérase. Lorsque cet anneau formé des deux sous-unités bêta est lié à l'ADN polymérase et sur l'ADN, il va permettre à l'ADN polymérase d'avoir une processivité importante, c'est-à-dire le pouvoir de traverser l'ADN sans se dissocier au moment de la synthèse de brins complémentaires. La sous-unité bêta de l'ADN polymérase 3, appelée également le clone glissant, forme un anneau autour de l'ADN. Mais cette structure en anneau pose un problème topologique. Étant fermé, il ne peut en principe ni entrer ni se détacher d'une molécule de l'ADN. Pour permettre cela, il faut pouvoir ouvrir l'anneau afin que l'ADN puisse se glisser dans le trou central. Ce problème est particulièrement aigu au niveau du brin lent qui va être synthétisé sous forme de plusieurs fragments d'Okazaki. En effet, à chaque fois qu'une ADN polymérase démarre la synthèse d'un fragment d'Okazaki, il faut lui associer un clamp glissant. Et à chaque fois qu'il en a terminé, il faut retirer le clamp de l'ADN pour pouvoir le réutiliser. Donc cette situation est résolue par l'intervention de l'autre partie de l'ADN polymérase appelée le complexe gamma, ou ce qu'on appelle aussi le chargeur de clamp. Il s'agit d'une structure protéique en anneau incomplet avec un côté ouvert qui va permettre de se glisser autour de l'ADN. Donc ce chargeur de clamp avec la sous-unité bêta appelée le clamp vont s'empiler d'une manière coaxiale comme c'est montré dans cette figure en bas. L'une de ces unités des sous-unités de chargeur de clamp va alors servir de levier. Pour cela, il y aura de la consommation d'énergie pour ouvrir le clamp et de le mettre en place sur l'ADN. Et ainsi, le chargeur de clamp va charger la sous-unité bêta et fermer l'anneau autour de l'ADN. Comment donc l'ADN polymérase 3 arrive à faire la réplication des deux brins en même temps? En fait, l'ensemble de ce processus est orchestré par le chargeur de clamp qui va jouer le rôle de l'ossature en formant le noyau structural du complexe sur lequel les autres acteurs, les autres éléments de l'ADN polymérase vont se fixer, et il va jouer également le rôle de l'organisateur parce qu'il va distribuer à chaque fois les clamps et les ADN polymérase au bon site pour faire la réplication. L'ADN polymérase 3 doit parvenir à synthétiser les deux brins de l'ADN en même temps tout en respectant l'orientation 5'-3' de polymérisation. Pour parvenir à cela, il doit donc former pour le brin discontinu une sorte de boucle en le tournant d'un tour complet de 180 degrés au moment de la synthèse, ce qui va placer ce fragment-là ou ce brin retardé dans la même orientation que le brin continu pendant la synthèse. Donc la synthèse de l'ADN est asymétrique et elle est simultanée sur les deux brins. Le complexe enzymatique avec les deux sites catalytiques de l'enzyme liés vont se déplacer donc à la même vitesse dans la même et une seule direction sur l'ADN. La structure qui permet la réplication de l'ADN au niveau d'une fourche constitue ce qu'on appelle le ribosome. Elle contient une hélicase, la primase, les deux ADN polymérases, les deux clans et le chargeur de clans. Donc la planche suivante résume les différentes étapes qu'on vient de décrire au moment de la progression de l'ADN polymérase pour répliquer aussi bien le brin continu et le brin discontinu. Une fois les deux brins sont synthétisés entièrement, il reste une opération de finition à faire qui consiste à l'élimination des amorces d'ARN
le remplacement par de l'ADN et la soudure des fragments d'Okazaki. Donc l'élimination des ARN ou amorces d'ARN sera assurée par l'ADN polymérase 1 et puis il va assurer également la reconstruction des brèches qui sont laissées par les ARN enlevés. La ligation de ces fragments-là va être assurée par la ligase qui va nous donner finalement les deux brins entiers, le brin continu et le brin discontinu. Cette planche détaille comment la ligase permet de lier entre deux fragments d'Okazaki adjacents, c'est en établissant une liaison phosphodiester entre le 5'-phosphate et le 3'OH de deux nucléotides voisins. La terminaison du processus de la réplication est assurée par la présence de séquences spécifiques appelées terminators. Ils sont situés à l'opposé de l'origine de réplication sur le chromosome bactérien. Ces sites terminators sont reconnus par des protéines spécifiques appelées TUS pour Terminator Utilization Substance. Il va reconnaître ces séquences d'arrêt et va donc les bloquer. Lorsque le système de réplication, notamment l'hélicase, avance pour ouvrir l'ADN, il va être bloqué par cet ensemble protéines ADN. Donc il va s'arrêter et la terminaison de la réplication est assurée. Le chromosome bactérien étant circulaire, il y aura une forme intermédiaire qui sera obtenue dans laquelle les deux chromosomes obtenus sont encore liés entre eux. Pour les séparer, il y aura l'intervention d'une topoisomérase qui va catalyser la cassure des deux brins et la libération des deux chromosomes. Comme on l'a mentionné au début de ce chapitre, la réplication est un processus qui doit respecter la fidélité de l'information génétique contenue dans la molécule d'ADN initiale. Donc la réplication ne tolère aucune erreur au niveau de la lecture des nucléotides. Et s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Heureusement, il y a une propriété de correction d'erreurs qui existe au moment de la réplication, ce qu'on appelle aussi le proofreading. Donc, la correction de ces erreurs-là peut être assurée par l'ADN polymérase elle-même. Lorsque l'appariement entre les bases n'a pas été respecté, l'enzyme l'ADN polymérase 1 et l'ADN polymérase 3, grâce à leur activité exonucléase 3'5', ils sont capables d'enlever le nucléotide ajouté et qui est mal apparié et de le remplacer par le bon nucléotide avant d'avancer. Donc cette correction d'épreuve permet donc d'éliminer le nucléotide non complémentaire et de le remplacer par la base complémentaire adéquate et d'éviter ainsi des erreurs de lecture de l'information génétique. Cela, on l'appelle la propriété d'édition ou bien le proofreading ou la correction d'erreurs. Concernant les eucaryotes, le mécanisme de réplication présente une grande similarité avec la réplication observée chez les prokaryotes. Cependant, il y a des aspects qui sont réservés et uniques aux eucaryotes. Par exemple, la présence de plusieurs origines de réplication sur le chromosome. Également, la présence de plusieurs ADN polymérases avec des fonctions qui sont différentes. Également, l'ADN, une fois répliqué, il va s'assembler en nucléosome pour former la chromatine. Les origines de réplication chez les eucaryotes, on les appelle également les autonomously replicating sequences ou bien des séquences de réplication autonomes qui s'étendent sur une centaine jusqu'à 200 kilobases. Ces séquences-là sont reconnues par des protéines spécifiques appelées le complexe de reconnaissance d'origine. Ce complexe de reconnaissance d'origine se fixe à des séquences consensus spécifiques. Elles permettent le recrutement de deux protéines appelées CDC6 et CDT1. Ces deux protéines-là, en fait, sont synthétisées à la fin de la mitose et pendant la phase G1, mais elles seront détruites aussitôt après la réplication. Ceci va permettre à l'ADN de se répliquer une seule fois dans un cycle cellulaire. Donc ces deux protéines-là servent de contrôle en fait de la réplication. Une fois fixées, elles vont recruter l'hélicase qui va permettre l'ouverture de l'ADN double brin pour former une bulle de réplication. La réplication est là aussi bidirectionnelle et peut se faire à partir de plusieurs origines de réplication et pas nécessairement en même temps. Comme vous le voyez dans cette micrographie électronique, on observe deux bulles de réplication sur le chromosome.
On trouve dans une fourche de réplication chez les eucaryotes un ensemble d'enzymes qui sont essentiellement la primase qui va synthétiser l'amorce d'ARN, les hélicases appelées chez les eucaryotes les MCM, les SSB qui vont maintenir le DN simple brun stabilisé et les topoisomérases qui vont jouer le rôle d'enzymes qui enlèvent les supertours et les tensions au niveau de l'ADN. Plusieurs ADN polymérases ont été décrites chez les eucaryotes. On cite notamment l'ADN polymérase alpha qui assure la synthèse de l'amorce d'ARN, l'ADN polymérase sigma qui fait la réplication de brins retardés et il est doué également de propriétés de réparation, l'ADN polymérase epsilon qui fait la réplication de brins précoces et il est capable également de faire la réparation des erreurs, et il y a plusieurs autres ADN polymérases, la polymérase gamma qui fait la réplication de l'ADN mitochondrial et d'autres qui font la réplication spéciale qui s'appelle la réplication translésionnelle. La réplication de l'ADN eucaryote nécessite l'intervention de trois enzymes principales, l'ADN polymérase alpha, l'ADN polymérase epsilon et l'ADN polymérase sigma. Ces trois enzymes sont présentes ensemble dans chaque fourche de réplication et elles sont formées de plusieurs sous-unités. L'ADN polymérase sigma et l'ADN polymérase epsilon doivent interagir avec d'autres protéines, essentiellement avec les protéines appelées PCNA, qui jouent le rôle de clamp qu'on a vu chez les bactéries, et interagir avec une autre protéine qu'on appelle le facteur de réplication RFC, qui joue le rôle de chargeur de clamp. Donc au niveau d'une fourche de réplication, on trouve ces trois enzymes avec ces deux types de protéines, en plus de l'hélicase qui ouvre l'ADN et des protéines RPA qui sont le synonyme de protéines SSB, ainsi que des topoisomérases de part et d'autre de la fourche de réplication. En effet, l'ADN polymérase alpha synthétise l'amorce dans le sens 5'3'. Il va continuer à lire le brin matrice sur une trentaine de nucléotides, mais vu qu'elle est faiblement processive, elle va être rapidement remplacée soit par la DN polymérase sigma qui va faire la synthèse de brins retardés, ou bien par l'ADN polymérase epsilon qui va se fixer sur le brin précoce et synthétiser le fragment en entier. D'une manière similaire aux prokaryotes, la réplication chez les eucaryotes va faire la synthèse des deux brins d'ADN en même temps. L'un des brins sera le brin précoce qui va être synthétisé d'une manière continue, mais l'autre brin va être synthétisé d'une manière discontinue sous forme de fragments d'Okazaki. La synthèse va respecter toujours le sens de polymérisation 5'3'. Les ADN polymérases sigma et epsilon qui font la réplication des deux brins de l'ADN sont doués d'une activité exonucléase 3'5', ce qui leur permet de corriger les erreurs de réplication, mais ils n'ont pas d'activité exonucléase 5'3', donc ils seront incapables d'enlever les amorces d'ARN et de les remplacer comme ce que fait l'ADN polymérase 1 des bactéries. Dans ce cas-là, il y a d'autres protéines qui vont intervenir. On les appelle les nucléases ou les ribonucléases H1 et la protéine FEN1 qui vont se charger de dégrader les amorces d'ARN. Ensuite, ce sera la polymérase sigma qui va remplir les lacunes et l'ADN ligase va coller les fragments d'Okazaki entre eux pour former le brin discontinu en entier. L'ADN des eucaryotes est organisé en chromosomes linéaires qui ont des extrémités appelées télomères. Un télomère est une région qui contient de l'ADN hautement répétitif, donc a priori il n'y a pas de gène codant dans ces extrémités-là. Le télomère assure essentiellement la protection des terminaisons chromosomiques afin de ne pas perdre de l'ADN. Au moment de la réplication, notamment sur le brin répliqué de façon discontinue, du côté distal 5', il y a toujours une amorce d'ARN qui se place pour former ou synthétiser le dernier fragment d'Okazaki. Seulement lorsque cette amorce est enlevée, il n'y a pas de possibilité de la remplacer vu que l'emplacement disponible est une extrémité 5' et pas une extrémité 3'OH qui permet donc l'addition des nucléotides dans le sens 5'3'. Donc, si ce problème-là n'est pas corrigé, les brins d'ADN seraient de plus en plus courts à chaque fois qu'ils se répliquent.
Donc il y aura un raccourcissement de l'ADN au fil des générations. Ce phénomène de raccourcissement des télomères est observé dans beaucoup de types cellulaires humains. Par contre, dans d'autres tissus à multiplication intense comme les cellules souches et les cellules de système immunitaire, les télomères sont entièrement répliqués grâce à l'intervention d'une enzyme particulière appelée télomérase. Les télomérases sont des enzymes de type transcriptase inverse qui vont assurer la synthèse des télomères aussi bien chez l'homme que chez la plupart d'autres organismes. Ils sont très actifs dans ces cellules qui sont stratégiques comme les cellules souches et les cellules de système immunitaire. Par contre, dans la plupart des cellules somatiques, le gène codant pour la télomérase sont en fait réprimés et les télomères de ces cellules se raccourcissent au fil des générations. Ce manque d'activité